La parole est à Madame Valérie Rabault pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, nous nous retrouvons ce dimanche à l'occasion de la 8e motion de censure déposée suite au 8e 49.3 déclenché par le gouvernement pour le vote du budget 2023 et cette fois-ci sur celui de l'État. Alors, ça me permet de revenir sur la configuration actuelle de ce budget qui, je l'ai dit la dernière fois, constitue quand même une brèche dans notre démocratie, puisque je vais rappeler les chiffres qui démontrent de façon implacable combien vous avez, Madame la Première ministre, tout de même dépossédé l'Assemblée nationale avec vos 49.3 de son pouvoir sur le budget. Sur les recettes, notre Assemblée a examiné 5 articles sur 26. Et sur les dépenses, elle a examiné 5 missions sur 46. Cette situation est unique dans les grandes démocraties et elle questionne même nos partenaires les plus proches. À titre d'exemple, le gouvernement allemand doit, par exemple, solliciter le Bundestag pour engager 30 millions d'euros de dépenses lorsqu'il fait des achats militaires. Alors quand je leur explique, comme je l'ai fait la semaine dernière, que le gouvernement français décide tout seul pour à peu près 1 200 milliards d'euros de dépenses pour l'État et la sécurité sociale, leur étonnement est à la mesure de la brèche démocratique que vous avez ouverte. Que vous le vouliez ou non, Madame la Première ministre, avec ces 49.3, vous abîmez la démocratie française aux yeux de nos concitoyens, mais aussi aux yeux de nos partenaires en Europe et dans le monde. C'est donc une vraie alerte que nous vous lançons, car la France doit rester ce qu'elle a toujours été, une inspiration démocratique pour beaucoup. Cette alerte lancée, je vais faire comme Madame Louwagie, je vais utiliser le temps de parole qui m'est accordé aujourd'hui pour aborder les 5 sujets cruciaux que j'avais prévu d'évoquer jeudi dernier. Première question, votre budget 2023 permet-il de circonscrire les risques que court notre économie? Non. Non. Tout simplement parce qu'il laisse sans solution un grand nombre d'acteurs économiques face à la hausse vertigineuse des coûts de l'électricité. Faisons ensemble un calcul rapide, Madame la Première ministre. Selon l'INSEE, la consommation finale d'électricité pour l'industrie s'élève à 124 TWh. En prenant l'hypothèse d'un prix de l'électricité qui passe de 120 € le mégawattheure à 580 € le mégawattheure, la facture d'électricité totale pour l'industrie passerait de 15 milliards d'euros à 70 milliards d'euros. Ce chiffre donne une idée vertigineuse du choc que notre économie va encaisser. La situation est encore plus préoccupante pour de nombreuses PME et TPE qui ont encore moins que les grandes entreprises les moyens de disposer d'une trésorerie qui leur permette d'encaisser le choc de cette hausse. Vous allez me répondre qu'elles peuvent bénéficier, ces PME, ces TPE, du bouclier que vous avez mis en place si elles ont moins de 10 salariés et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est vrai. Sauf que si, comme les 35 000 boulangers artisanaux, elles ont besoin d'avoir un four qui dépasse la puissance de 36 kVA qui est incluse dans le bouclier tarifaire, eh bien, elles vont subir une hausse abyssale des coûts de l'électricité. Alors, pour beaucoup de boulangers, Madame la Première ministre, il va y avoir 2 choix. Soit faire passer la baguette à 2 €, soit mettre la clé sous la porte en janvier 2023. Vous allez là aussi me dire, oui, ils peuvent bénéficier de l'amortisseur d'électricité. C'est vrai. Sauf que de l'aveu même du ministre de l'Économie et des Finances, ici même dans cet hémicycle mardi dernier, l'aide va compenser 20% de la hausse du tarif, ce qui est très insuffisant et ce qui n'empêchera pas la fermeture de boulangeries au mois de janvier prochain. Madame la Première ministre, si vous ne faites rien, janvier 2023 sera le mois des faillites de boulangers et la responsabilité vous en incombera que vous le vouliez ou non. Il faut donc que vous accordiez le bouclier tarifaire, donc le tarif réglementé, aux boulangers et à toutes les petites entreprises qui travaillent avec une puissance électrique supérieure à 36 kVA. Non, ce n'est pas le cas. Non, ma chère collègue, ce n'est pas le cas. Non, ma chère collègue, ce n'est pas le cas. Écoutez donc le ministre de l'Économie et des Finances, il l'a reconnu ici même mardi dernier lors des questions au gouvernement. Je voudrais dire un mot des collectivités territoriales. Elles sont en première ligne face à cette crise, elles l'ont été face à la crise épidémique. Là aussi,
elles subissent la hausse des tarifs de l'électricité. Alors, ça a été rappelé, vous l'avez rappelé, il y a eu un abondement de ma collègue Christine Pires-Beaune pour mettre en place un filet de sécurité. Les collectivités locales, c'est vrai, pourront aussi bénéficier de l'amortisseur d'électricité. Mais là encore, les seuils qui ont été mis en place vont laisser de nombreuses collectivités locales sur le carreau. Il faut que chaque collectivité locale puisse, elle aussi, bénéficier du bouclier tarifaire. Deuxième question. Ce PLF 2023 a-t-il des équilibres budgétaires tenables? Non, et nous sommes permis d'en douter. Votre projet de loi de finances est construit sur l'hypothèse d'une croissance économique à 1% en 2023. Ce 1% a été relevé d'ailleurs par plusieurs d'entre nous. Il se trouve qu'il y a quelques jours, le président de la République remet lui-même en cause vos prévisions, puisqu'il parle de 0,5 à 0,7% de croissance en 2023. Au-delà, Madame la Première ministre, vous n'abordez jamais la question du financement, et notamment du financement de la dette. La France va emprunter comme jamais elle ne l'a fait, 270 milliards d'euros sur les marchés financiers. Le 2 décembre, c'était il y a une semaine, les agences de notation Moody's et Standard & Poor's ont fait passer de stable à négative la perspective relative à la dette française. J'ai donc une question très claire. L'État français va-t-il continuer à emprunter en euros, ou sera-t-il contraint de le faire en dollars, comme le fait déjà la CADES aujourd'hui? La question de la dette, c'est aussi celle des intérêts payés. Pour 2023, il passe à 50,8 milliards d'euros, c'est vertigineux. Autre question, ce PLF est-il juste? La réponse est non. Et non, vous faites tout reposer sur la dette. La dette, ça veut dire que vous ferez payer à tous les Français d'ici quelques temps. Et vous commencez déjà avec la réforme des retraites que vous avez annoncée en voulant reculer l'âge légal de la retraite à 65 ans pour récupérer des recettes supplémentaires. Injuste aussi parce que dans le même temps, des super profits se concentrent ici ou là du fait de la hausse du prix des matières premières. Là aussi, vous avez refusé une taxe sur ces super profits, contrairement à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne, à la Grande-Bretagne et à la Grèce. Pire, vous continuez de dégrader nos finances publiques en supprimant la CVAE, qui représente un manque à recevoir de près de 8 milliards d'euros. Ce budget était injuste parce que vous avez écarté tous les amendements, je dis bien tous les amendements, qui ont été votés et qui tendaient à remettre un peu de justice. Celui du groupe MoDem sur la taxation des superdividendes, pourtant largement plébiscité par 227 voix à 88 dans cet hémicycle. Celui de ma collègue Christine Pires-Beaune pour réduire le reste à charge des résidents des EHPAD. Ou celui encore pour les bénévoles des associations. Autre question, ce PLF débloque-t-il de l'argent pour l'avenir via l'investissement? Cette question est d'autant plus cruciale que les États-Unis viennent d'annoncer un plan d'investissement massif de 430 milliards de dollars. Ce plan est tellement massif que le président de la République l'a qualifié, je cite, de mesure agressive. Il me semble, Madame la Première ministre, que plutôt que quémander auprès des autres qu'ils fassent moins, il faut mieux agir et faire plus ici chez nous, c'est-à-dire investir. Du point de vue de votre budget, je vais vous lire ce qu'a écrit le rapporteur général dans son rapport, comme ça vous ne pourrez pas dire que c'est moi qui fais de la mauvaise foi, ça a été écrit par le rapporteur général de votre majorité dans son rapport. Il suffit de lire ce qu'il a écrit. Sur les 34 milliards d'euros du plan France 2030 lancé en octobre 2021, il écrit « Les crédits de paiement de la mission investissement pour la France de 2030 devraient atteindre 6,1 milliards d'euros en 2023, après un total de 7 milliards en 2022. » Ça veut dire qu'il baisse. Il baisse de quasiment 1 milliard d'euros pour 2023. Pour rappel aussi, la part de notre d'investissement dans notre PIB est elle aussi fragilisée. Alors oui, il faut que cet investissement soit musclé. Enfin, une dernière question qui là est plus juridique. Ce PLF court-il un risque constitutionnel? Alors bien sûr, l'appréciation de la constitutionnalité du budget 2023 relève du seul Conseil constitutionnel et je ne me permettrai pas d'empiéter sur ses prérogatives. Néanmoins, je vais quand même vous interroger, Madame la Première ministre. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, les lois de finances s'appuient sur une loi de programmation. Et depuis votre réforme en 2021, la vôtre, la réforme de la loi organique aux lois de finances, la loi de programmation devient, je cite, l'outil de référence pour piloter les prévisions de solde structurel et de solde effectif des administrations publiques. Bizarrement, vous faites comme si cette loi de programmation n'existait pas. Sans doute parce que vous avez essuyé un vote contre sur cette loi en première lecture, ce qui constitue, là aussi, une première. Vous faites comme si elle n'existait pas, au point de la reporter à janvier 2003, l'examen de sa deuxième lecture.
Alors, vous n'ignorez pas que l'article liminaire de votre projet de loi de finances pour 2023 s'appuie explicitement sur une loi de programmation qui n'existe pas puisqu'elle n'est pas votée. Vous conviendrez avec moi sur ce point que vous donnerez matière à réflexion au Conseil constitutionnel pendant ces congés de Noël. Madame la Première ministre, ces 5 alertes devraient vous interpeller, car des pans entiers de notre économie sont en jeu. Je vous remercie. Je vous remercie, ma chère collègue.